Dans l'actualité, la réaction du ministre du Cadre de vie et du Développement suite à l'actualisation du décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin. L'atelier de renforcement des capacités techniques des députés et du personnel parlementaire sur la couverture sanitaire universelle à Grand Popo a pris fin le samedi 28 mai 2022. Les précisions sont à suivre dans ce journal. Et les dépouilles de 2 des 8 mineurs pris au piège depuis le 16 avril dans une mine de zinc au Burkina Faso ont été retrouvés. Les détails sont à suivre dans ce journal. 19h30 sur Speedline TV, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition. La lutte contre la pollution sonore au Bénin passe désormais à une autre vitesse. Le gouvernement a procédé à l'actualisation du décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin. Après son officialisation en Conseil des ministres de ce mercredi 25 mai 2022, le ministre du Cadre de vie et du Développement a fait quelques précisions. Romaric Dossa pour le reportage. 2 décennies après l'entrée en vigueur du décret numéro 2021-294 du 8 août 2021 portant réglementation du bruit en République du Bénin, le développement des activités économiques et la problématique d'une meilleure prise en charge de la pollution sonore appellent son actualisation. Il faut que dans les zones résidentielles, on puisse vivre en paix, qu'on ait le temps de se reposer. Et vous avez vu les plages, le DG en parlait tout à l'heure, de 7h à 13h, hors de travail, nous sommes à 70 décibels maximum. De 7h à 13h. De 7h à 13h. On est à 70 décibels. 70 décibels autorisés dans les espaces publics. Parce qu'il y a une différence entre les espaces publics et les espaces privés. Okay. De 13h à 15h, nous descendons à 50 décibels autorisés. Ça veut dire que quand vous rentrez chez vous et qu'il y a un établissement public à côté de vous, il ne peut pas émettre au-delà de 50 décibels de bruit. De 15h à 22h, on peut encore émettre jusqu'à 70, mais de 22h du soir à 7h du matin, on retombe à 50 décibels. Je voudrais vous rappeler qu'en période, d'abord pour les établissements privés, partout où vous avez 70 décibels, dans les zones résidentielles, ça retombe à 60 décibels. Il y a un article dont parlait tout à l'heure M. Kedoide, le directeur général de l'ABE, c'est l'article 19 qui dit « Les promoteurs des débits de boissons, restaurants, dans lesquels le niveau de bruit est susceptible de dépasser le seuil prévu à l'article 17 du présent décret, insonorisent leurs locaux. L'usage de haut-parleurs à l'extérieur des locaux est interdit. » Vous avez une buvette, vous vous débrouillez pour que ce que vous émettez ne dépasse pas 70 selon la plage, que ça ne dépasse pas 50 selon la plage, mais vous n'avez plus l'autorisation de poser une enceinte acoustique dehors. Des citoyens apprécient à sa juste valeur ces nouvelles dispositions prises par les services compétents en charge de la lutte contre la pollution sonore au Bénin.
Il est également proscrit l'ouverture et l'exploitation à titre professionnel des salles de fête en bâche. Il faut signaler qu'une dérogation spéciale peut être accordée par le maire pour l'usage des appareils sonores pour des manifestations exceptionnelles dans les lieux publics, mais pour laquelle l'intensité du bruit ne saurait excéder 80 décibels et la durée 48 heures. Et le président Patrice Talon a bouclé un an de son deuxième mandat. Que retenir de cette période? La réponse dans ce reportage de Romac Doussa qui nous fait part de l'essentiel des actions à fort impact du gouvernement depuis la prestation de serment du président Talon pour le compte de son second mandat. Suivez. Il y a de cela un an que Patrice Talon a pris les rênes du palais de la Marina pour le compte de son second mandat. Reçu sur la télévision nationale ORTB ce dimanche 29 mai 2022, Wilfried Léon Mbedi, porte-parole du gouvernement, a indiqué que les signaux sont au vert sur le plan social. À l'entame de son intervention, il a fait savoir, sur la base des chiffres, que des milliers d'emplois sont créés ces 12 derniers mois. Et là-dessus, je vais donner juste quelques exemples. Dans l'administration publique, il a été lancé des recrutements en un an pour autour de 4 à 5 000 emplois à la police républicaine, pour les forces armées. Dans le domaine de la santé, par exemple, vous observerez que, chose inédite dans notre pays, d'un seul tenant, on a lancé le recrutement de 1600 agents. À l'arrivée, on a même eu un peu moins, autour de 1400. Ça veut dire qu'il y avait encore des possibilités qui n'ont pas été couvertes. Toujours dans le secteur de la santé, et ce projet, cette initiative qui a consisté à donner des chances à 350 professionnels de la santé par an sur 3 ans, qui a été lancé. Dans le secteur de l'enseignement secondaire, particulièrement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le recrutement de 662 aspirants au métier d'enseignant. Et vous voyez, allez par exemple à Glodjigbe aujourd'hui, à la zone de développement industriel de Glodjigbe, où vous avez une seule entreprise qui, sur un an, projette de recruter 3000 Béninois. 1000 l'ont déjà été, 1000 autres vont l'être incessamment et 1000 autres avant la fin de l'année, pour une seule. Et s'il faut voir la dynamique en cours à Glodjigbe avec toutes les entreprises qui s'installent, cela forcément est prometteur. Et puis si vous avez été attentif tout récemment, vous noterez que pour un projet comme le pipeline Niger-Bénin, qui doit transporter les hydrocarbures du Niger vers notre côte, ils ont lancé le recrutement pour environ 3000 postes. Ce qui veut dire que au cœur de cette politique du second mandat, le social, manifesté par la création massive d'emplois, est présente. Et je ne parle pas de ce que fait la NPE à travers le prodige pour s'intéresser aux plus vulnérables du marché de l'emploi, des artisans sans qualification intellectuelle de base, sans qualification académique de base. Donc des gens qui n'ont même pas le CEPE ou qui ont à peine le CEPE, mais qui sont massivement pris en compte pour environ 40 000 jeunes béninois, moitié femmes, moitié hommes, dont les compétences sont renforcées et qui reçoivent une dotation pour pouvoir se mettre à leur compte. Et puis, parce qu'on parle du social. En matière de contenu social, le porte-parole du gouvernement met également l'accent sur les avancées enregistrées dans le cadre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCHE. J'aime à vous dire que le gouvernement a acté le fait que les bénéficiaires de microcrédit à la FIA auront désormais la possibilité d'aller jusqu'à 100 000 francs de crédit, alors qu'avant, c'était 50 000 sous le premier mandat. Nous sommes bien dans le second quinquennat. Donc, 100 000 francs. Et toujours, si on parle de ARCHE, regardez, l'assurance maladie, nous sommes actuellement en phase de généralisation de l'assurance maladie. Et par ailleurs, on a lancé ARCHE Formation et ARCHE Microcrédit pour les artisans qui font les formations grâce au mécanisme de ARCHE et qui ont la possibilité d'avoir des prêts pour s'installer allant de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Tout ça, c'est au crédit du second quinquennat et donc cela devrait amener à se convaincre de ce que le social, il est vraiment au cœur de l'action du président de la République et de son gouvernement pour le compte de ce second mandat. La campagne de plantation de palmiers à huile sélectionnée a été officiellement lancée vendredi dernier au village Ilasso, Nago, arrondissement de Yoko,
commune de Sakété dans le département du Plateau par le directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Pour cette troisième édition de la campagne, il est prévu 1 750 000 plants sélectionnés, dont 125 000 subventionnés par le gouvernement. Plus de précision avec Denise Betolampé. C'est avec 1 750 000 plants, dont 125 000 subventionnés par le gouvernement, que la campagne 2022-2023 de plantation du palmier à huile sélectionné a démarré dans la commune de Sakété. Au regard des difficultés qu'a connues la filière palmier à huile par le passé, le directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Abdoulaye Tokor, représentant le ministre, n'a pas manqué de souligner l'importance et la volonté manifeste du gouvernement de relancer cette filière. L'importance du palmier à huile dans le quotidien des populations béninoises n'est plus à démontrer au regard de ses multiples fonctions. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, ont décidé de relancer définitivement cette filière à travers l'élaboration et la mise en œuvre du programme national de développement de la filière palmier à huile qui a reçu, chers acteurs, votre adhésion et pour lequel les résultats probants ont déjà été obtenus après seulement 3 années de mise en œuvre. Les nouveaux chantiers sur lesquels le gouvernement travaille dans le but d'améliorer davantage les performances de la filière palmier à huile sont l'acquisition et la mise en place d'équipements modernes de transformation d'huile, l'amélioration de la capacité de stockage des huiles au niveau des clusters agricoles, l'appui à l'installation des raffineries modernes pour la transformation des huiles. Les bénéficiaires, à leur tour, ont manifesté leur attachement à cette filière et s'engagent à en prendre soin. Le palmier à huile avait fait la gloire de notre pays et je pense que personnellement, cette gloire s'annonce à nouveau. Et c'est cela qui me motive surtout à planter les palmiers à huile. Nous, les bénéficiaires, nous prenons l'engagement de faire un suivi rigoureux pour que ces plants deviennent de grands palmiers au bonheur de tous. Les bénéficiaires de cette subvention ont été sélectionnés sur des critères bien définis, comme la disponibilité d'un site et la réservation au préalable des plants près des agences agréées. Et le président de la République du Bénin concrétise son ambition de voir la chefferie traditionnelle mieux organisée pour une harmonie sociale. Patrice Talon a reçu les membres de la commission chargée des travaux pour asseoir un cadre juridique de cette institution. Une commission composée de 15 personnalités ayant des connaissances et des compétences en histoire, géographie, socio-anthropologie, droit. Suivez le point. Rencontre entre le chef de l'État béninois et les membres de la commission chargée des travaux préalables à l'établissement d'un régime juridique de chefferie traditionnelle. C'est un avant-projet d'une grande envergure et d'une grande importance pour la cohésion sociale que le président Patrice Talon confie à cette commission. Fouiller, rechercher, trouver toutes les données de notre histoire en cette matière. Ce qu'étaient les royaumes qui ont existé sur le territoire du Bénin. Les données les plus détaillées de leur organisation fonctionnelle, politique et administrative, ce qui existe comme données écrites, mais retrouver également toute la tradition orale de ce qui n'a pu être transcrit de manière formelle. Donc les recueillir, les confronter, parce que tout ce qui est oral
comme vous le savez très bien, comporte quelques fragilités. Ce qui est transmis de génération en génération peut parfois connaître quelques déviances ou des biais ou des changements. Donc, il faudra, pour vous, être des experts pour recueillir à travers les différentes sources les plus variées possibles tout ce qui concerne ou relate notre passé, notre histoire, la manière dont nos aïeuls ont géré la cité, au plan administratif, au plan politique, au plan social, et dresser le répertoire de tout cela. Sur les 15 membres de la commission, 13 ont pris part à la séance. Ces experts historiens et sociologues mesurent la portée de cette grande mission républicaine. C'est très important effectivement que la tradition soit l'ancienne corde au bout de laquelle l'on tisse les nouvelles cordes de l'administration officielle de notre pays. Parce que nous venons de quelque part et nous n'allons pas assister passifs à la falsification de notre histoire. Et c'est pour cela que vous avez voulu bien mettre sur pied cette commission. C'est donc un grand honneur pour nous et nous vous promettons que notre engagement sera total pour apporter satisfaction et faire en sorte que ce travail soit un travail efficient, un travail qui permette de corriger le tir. C'est une mission exaltante dont nous mesurons la portée, Monsieur le Président, et la nation, aussi bien que vous ne serez pas déçus des résultats de nos travaux. Le chef de l'État a par ailleurs souhaité que l'aspect genre soit pris en compte dans la configuration de la dite commission. Atelier de renforcement des capacités techniques des députés et du personnel parlementaire sur la couverture sanitaire universelle. Il s'est tenu du 24 au 28 mai 2022 à Grand Popo. Toutes les activités prévues ont été honorées en présence du président Louis Béounou Vlavonou. Le reportage avec Romaric Dossa. Couverture sanitaire universelle, c'est la thématique centrale qui a réuni pendant 2 jours ces experts des domaines du droit et de la santé ici à Grand Popo. L'objectif est de mieux éclairer les députés béninois sur la question. Aujourd'hui, le Bénin a mis en place divers mécanismes depuis un certain nombre d'années. Vous avez les gratuités, vous avez les subventions qui sont faites ça et là pour la prise en charge de certaines pathologies telles que le paludisme, l'accès aux soins pour les personnes vivant avec le VIH. Et aujourd'hui, vous avez l'ARCHE qui a été développé et dans lequel, parmi les 4 composants, nous avons la composante de l'assurance maladie. En mettant en place cette assurance maladie-là, c'est de faire en sorte et de permettre aux populations d'accéder à des services essentiels de santé, mais également d'être protégées contre les dépenses qu'on qualifie de dépenses catastrophiques et qui peuvent pousser les populations vers la pauvreté. Au nom de ces actions qui sont menées, vous avez la construction des centres de santé, vous avez l'amélioration de la gouvernance au niveau du secteur, nous avons la création des agences pour accompagner donc le secteur, les agents de santé sur le terrain. Il y a également, qui est très important, la mise en œuvre de l'ARCHE, dans son volet assurance maladie. Et par rapport à ça, depuis environ il y a 2 ans, on a démarré donc la phase pilote. Et cette phase qui a été clôturée et on est dans la phase de l'extension qui déjà concerne au moins 21 communes dans le pays. Au terme des travaux, les parlementaires béninois se disent très émerveillés des acquis de cet atelier. Cet atelier, s'il n'avait pas été organisé, on pourrait encore demander à ceux qui l'ont initié de le faire, dans la mesure où cela nous a apporté beaucoup de choses. Et j'ai pu comprendre qu'au niveau de la législature en matière de tout ce qui a rapport à la santé, il nous reste beaucoup. J'ai pu noter également qu'il y a eu plusieurs tests de loi, plusieurs tests réglementaires
qui parfois se complètent, mais dans la plupart des cas, je dirais même se contredisent. Et donc il est nécessaire que les parlementaires ayant suivi cet atelier puissent se retrouver pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour l'harmonisation de nos tests. J'ai suivi de bout en bout, j'ai appris beaucoup de choses que forcément je ne connaissais pas, des communications très intéressantes présentées par des experts que nous avons beaucoup appréciées. Je sors à Gaillardy et je crois que ma capacité de participation dans le cadre donc, de l'élaboration du vote, donc des lois qui vont venir dans ce sens, ce serait très très bien en ce qui me concerne. Je reste convaincu que les différentes recommandations issues de nos travaux seront prises en compte par les différents acteurs pour une meilleure mise en œuvre de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Et nous allons hors du cadre national. Je l'annonçais en titre, les corps sans vie de 2 des 8 mineurs coincés sous terre depuis le 16 avril dans une mine de zinc du Burkina Faso ont été retrouvés samedi, portant à 6 le nombre de morts découverts, a annoncé le gouvernement burkinabé. Les 4 premiers ayant été découverts la semaine dernière, 2 mineurs manquent désormais toujours à l'appel. Les dépouilles de 2 des 8 mineurs pris au piège depuis le 16 avril dans une mine de zinc au Burkina Faso ont été retrouvées. Cette découverte porte à 6 le nombre de cadavres répertoriés. Les 4 premiers ayant été découverts la semaine dernière, 2 mineurs manquent désormais toujours à l'appel. Les 8 mineurs, un Tanzanien, un Zambien et 6 Burkinabés, travaillaient à une profondeur de plus de 500 mètres. Ils se sont retrouvés coincés dans la galerie après des inondations provoquées par des pluies diluviennes. Leurs familles sont depuis sous le choc et attendent des explications sur les causes de ce drame. Elles ont porté plainte contre X pour tentative d'homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Traveli, la compagnie canadienne qui exploite la mine de Perkoa à 100 km à l'ouest de Ouagadougou, et le gouvernement burkinabé disent de leur côté avoir ouvert une enquête confiée à des experts internationaux. L'ancien vice-président nigérien et opposant de longue date, Atiku Abubakar, a été désigné candidat de l'opposition samedi 28 mai 2022 pour la présidentielle prévue en février 2023. Le parti au pouvoir reportant quant à lui d'une semaine sa primaire pour désigner son candidat. L'ancien vice-président du Nigeria, Atiku Abubakar, a été désigné samedi comme le principal candidat de l'opposition pour la prochaine élection présidentielle de 2023. Âgé de 75 ans, Atiku Abubakar, musulman du nord du pays et pilier du Parti démocratique populaire, a fait de nombreuses tentatives pour accéder à la présidence du Nigeria. Je m'engage à œuvrer pour rétablir l'unité et donner un sentiment d'appartenance à tous les Nigérians, quel que soit leur lieu d'origine et quelle que soit la religion qu'ils pratiquent. L'ancien vice-président a remporté la plupart des voix des délégués du PDP lors d'une élection primaire à Abuja samedi, battant ainsi le gouverneur de l'État de Rivers. Atiku Abubakar a promis de changer la gouvernance du Nigeria s'il est élu président. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle histoire. Une histoire qui, selon nous, apportera des changements fondamentaux dans la gouvernance et également dans nos processus politiques. Le PDP a dirigé le Nigeria pendant une décennie et demie avant que Goodluck Jonathan, alors président, ne soit évincé en 2015 par le parti du président Muhammadu Buhari, le All Progressive Congress. Le parti au pouvoir devrait également organiser ses primaires prochainement.
Nous quittons à présent l'Afrique pour l'Ukraine où le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dimanche pour la première fois depuis l'invasion russe dans l'est du pays, dans la région Kharkiv. Il a annoncé le limogeage du chef des services secrets de la région de Kharkiv pour ne pas avoir travaillé à défendre la ville. Après plus de 3 mois de guerre en Ukraine, Moscou maintient la pression sur le Donbass. Après l'échec de Kharkiv, les forces russes redéployées dans le sud continuent de progresser en direction des villes clés de Severodonetsk et de Lysychansk, pilonnées sans relâche. Selon Kiev, dans ces villes, près de 90% des habitations sont endommagées. Ce dimanche, Volodymyr Zelensky s'est rendu dans la région de Kharkiv, où il a annoncé le limogeage du chef de la sécurité. Je suis venu, j'ai vu et j'ai renvoyé le chef de service de sécurité de la région parce qu'il ne travaillait pas pour la défense de la ville depuis les premiers jours de cette guerre, mais ne pensait qu'à lui-même. Pour quel motif? Les forces de l'ordre le découvriront bientôt. Alors que le conflit s'éternise sur plusieurs fronts dans la région de Kiev, les Ukrainiens s'activent pour reconstruire un maximum de logements pour le retour des civils qui ont été déplacés. Le sujet de la reconstruction sera également abordé ce lundi lors du sommet européen consacré à l'Ukraine. Pendant ce temps, de nombreux civils en danger continuent de fuir l'est du pays. La petite ville de Pokrovsk est devenue une des portes de sortie ferroviaire pour les habitants du Donbass. Depuis le début de la guerre, plus de 8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de l'Ukraine. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous suivre également sur tous nos canaux digitaux, Facebook et YouTube. Portez-vous bien.